Donc, ce soir, on a la chance d'avoir Laurent Paquin et Mélissa Jacob et Joanie et également Marc-André, leur équipe. L'équipe, ils sont super, très, très forts dans le commercial chez PML. Ils ont un beau leadership. Et puis, bien sûr, on est accompagné également au niveau du financement de Julien Parent. Julien qui a bien de l'expérience, il fait quelques dossiers comme ça, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très, très précis qui sont les mini-entrepôts. Puis c'est le fun parce que c'est vraiment une expertise que très peu de gens connaissent. C'est un beau marché. C'est un marché qui il peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisation à faire, non pas seulement dans les loyers, mais dans la gestion de ce type d'immobilier-là, qui est complètement différent. Mais bon, fait que vous allez le voir, ça va être super intéressant. J'ai hâte d'écouter Laurent et Mélissa. On va parler, bien sûr, comment établir la valeur d'un mini-entrepôt, l'analyse au pied carré, selon taux global d'actualisation. Euh, Quoi qui est important de savoir avant l'acquisition, comment effectuer une bonne gestion, le prix pour construire, combien ça coûterait construire, vous avez un terrain, vous avez la possibilité de faire un mini-entrepôt dessus, comment ça va coûter. Bien sûr, comment optimisation et bien, on va parler également, il y avait des logiciels de gestion. Donc, Laurent, je te laisse la parole, je te laisse introduire un peu le sujet, ben, pas le sujet, mais l'entrée de jeu dans la soirée. Puis encore une fois, merci à tous. Je demanderai si c'est possible, ouvrir vos caméras. Ça va être super agréable. Et je vous invite à laisser Laurent faire son intro, mais par la suite, de commencer, vous pouvez peut-être de lever la main là, virtuellement et de poser des questions, parce que plus que de questions, plus ça va être intéressant, plus qu'on va rentrer on va créer de la valeur pour vous tous. Donc, je suis très content de vous voir. On est déjà à une quarantaine. Et puis, Laurent, je te laisse commencer la session. Merci beaucoup, Patrice. Donc, tout ça a commencé. Là, j'avais vu un post sur le banc. Hey, moi, je m'interroge sur les mini-entrepôts. Puis là, je voyais beaucoup de monde, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Puis, notre équipe a fait quelques transactions de mini-entrepôts. On a développé une belle expertise là-dedans. Fait qu'on a dit, j'avais affaire à des gens, hey, on pourrait peut-être faire un petit zoom et en partager ça. Puis finalement, ça a pris beaucoup plus d'ampleur que je pensais. Fait qu'on a décidé de faire ça beaucoup plus corporatif puis officiel, on pourrait dire aujourd'hui. Fait que c'est pour ça qu'on a sorti du contenu. Il y a Julien Parent aussi qui est là, qui est courtier hypothécaire chez PMML, qui a travaillé des dossiers aussi de financement pour des mini-entrepôts, dont un en particulier qui était pour la construction. Fait que c'était du contenu que j'avais pas. Fait que j'étais content que Julien se joigne à nous. Merci Julien d'être là. Ça me fait plaisir. Donc, comme Patrice a dit, là, je voulais y aller avec comment qu'on fait, premièrement, là, pour évaluer la valeur d'un mini-entrepôt. C'est sûr, ça va varier si on est sur l'île ou si on est complètement en région. Ça va varier non seulement le prix par pied carré, le type de construction, le nombre d'étages, mais aussi avec les cap rates. Fait que je vais commencer tout d'abord. Ça, c'est nos deux méthodes. Les TGA, les cap rates pour les mini-entrepôts, ils ont bougé dernièrement. J'ai pas besoin, c'est pas un secret pour personne, là. Ça l'a suivi un peu dû à la hausse des taux d'intérêt. Je vous dirais qu'en ce moment, un mini-entrepôt va se transiger entre 6 et 7,5 de cap rate. S'il se transige en bas de 6, c'est parce qu'il va être prime location puis qu'il y a un beau potentiel d'optimisation à aller chercher. Fait que ça, c'est vraiment important. Il y en a beaucoup qui sont sous le marché en général parce que le marché du mini-entrepôt, si on recule de même pas 6 mois, puis encore là, c'est revenu quand même très fort. Tous les mini-entrepôts partout au Québec étaient presque pleins à 100 Fait que le monde montait, montait, montait. Mais quelqu'un qui n'était pas dans le game, ça arrive, il n'a pas monté ses prix nécessairement, va être à des prix comme 1,15, 1,25 le prix par pied carré par mois. Quand toute la compétition est à 1,50, on sait qu'il y a un beau upside à aller chercher. Fait qu'il y en a encore beaucoup des mini-entrepôts qui sont soit mal gérés ou qui sont optimisés. Il en reste beaucoup sur le marché. Les valeurs au prix par pied carré, ça va, là, vous allez voir, il y a un gros gap, là. Je vous dirais que ça va jouer entre 110 puis 250, mais c'est le pied carré louable. Pour avoir fait des transactions avec des plus gros joueurs, là, les gros joueurs, c'est qui? C'est Public Storage, Minimal, Montreal Mini Storage, Depotium. Il y en a beaucoup de gros joueurs. Eux autres vont tout le temps, dans leur analyse, regarder les pieds carrés louables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enlève les corridors. Fait que si on est en région, souvent, ça va être des first floor avec plusieurs portes de garage. Mais quand on le sait, ici à Montréal, il y en a, c'est des 7, 8, 10 étages. Bon, ben, il y a beaucoup de couloirs. Fait que dans notre calcul de valeur prix par pied carré, on va aller enlever les corridors pour les mini-entrepôts pour déterminer la valeur. C'est pour ça que je dis que ça peut vraiment bouger le prix par pied carré.
On a eu un à Sainte-Anne-des-Plaines, bien vendu, 200 le prix par pied carré. Encore là, il faut que les revenus suivent, bien entendu. Là, on ne peut pas dire on vend juste avec le prix par pied carré. Il faut absolument que les cap rates suivent. Oui, Mélissa. Tu étais bien parti, je ne voulais pas t'interrompre, c'est pour ça que j'ai levé ma main. Donc, il y a l'épaisseur des murs aussi qui va être retirée. Ce qu'ils vont vraiment calculer, c'est seulement le pied carré qui va être dans le cubicule. Donc, si, exemple, on a des mini-entrepôts, des 5 par 5, c'est ce qu'ils vont calculer là, quand tu parlais des rates ou des choses comme ça. Là. Super bon point. On s'est fait faire le coup par un gros joueur. Voici le pied carré. On n'a pas de corridor. Puis là, on n'a pas de vide technique, de vide sanitaire. C'est un first floor. Fait que nous, on se fie au certificat de localisation. Tu sais, la bâtisse est 60 par 100, 6 000 pieds. On en a 5, on est à 30 000 pieds. Non. Eux autres, ils calculaient toutes les unités un par un. Fait qu'autrement dit, ils enlevaient l'épaisseur des murs extérieurs. Fait que ça aussi, ça peut arriver dans le calcul. Moi, je pense que c'est une technique de négociation. Après ça, c'est très discutable. J'ai une question auquel on pose souvent, moi puis Laurent, quand on fait des présentations comme ça, pour savoir qui qu'on a dans la salle. Est-ce qu'il y en a qui ont des mini-entrepôts? Patrice Hébert, je sais que tu en as plusieurs, effectivement, mais les autres personnes qu'on a dans la salle, est-ce qu'il y en a qui ont présentement des mini-entrepôts ou du terrain qui sont en train de développer en mini-entrepôts à main levée? Jordan, tu as des mini-entrepôts? C'est dans quelle région que tu as des mini-entrepôts? On a dans le coin de Lac-Mégantic puis Rimouski. OK, on parle de combien d'unités? En ce moment, on a à peu près 130, 140. OK, quand même. Sébastien, est-ce que j'ai vu que tu avais levé la main aussi? Ton micro il est fermé. OK, c'est bon. Excusez, je n'étais pas capable de la remettre. Pas de problème. Oui, on a à peu près 50 000 pieds carrés. OK, Wow. qui est déjà construit. Oui. OK. Dans Il quel nous en secteur? reste à peu près 15 000 à faire. OK. Quel secteur? À Sorel-Tracy, puis à Actonville. OK. On connaît bien ces Okay. secteurs. Wow. Parfait. Fait que, on va savoir justement qu'il y en a quelques-uns qui ont des mini-entrepôts. Donc, la discussion va pouvoir tourner sur différents sujets à ce moment-là. Je te laisse continuer, Laurent. Merci, Mélissa. Ouais, puis ce que j'aime des mini-entrepôts, c'est autant au niveau de la gestion, si on prend, parce que c'est très comparable à un immeuble industriel. Hein? Si on prend un immeuble industriel, là, on top bracket en ce moment, on va louer ça à 15, 16, plus ton loyer additionnel. Ben, tu n'iras jamais chercher les prix des mini-entrepôts, que si on met une moyenne de 2,80 du pied par mois, on n'est pas loin du 20, 21, 22. Puis ça, je ne parle pas de sur l'île, là, parce que sur l'île, on peut être annuellement, là, on peut frapper le 24, 25, 26, 27 là. Fait que, puis c'est beaucoup plus rentable qu'un immeuble industriel. Puis on s'entend, là, la beauté, c'est le même principe que dans l'industriel. Il n'y a pas de TAL. Les lois, c'est le code civil. Quand quelqu'un ne paye pas 3 mois, on peut le sortir. On vend ses affaires à l'encan directement. J'ai oublié de faire, je vais faire une petite parenthèse. Monsieur Hébert qui est ici, qui va se connecter bientôt sur son ordinateur, est ambassadeur au Québec pour l'Association canadienne des mini-entrepôts. Il est lui-même propriétaire d'un gros mini-entrepôt à Longueuil. Il y a un autre site aussi. Puis je pense qu'il a toujours été là-dedans de mémoire. Là, sa famille était là-dedans. Fait que je l'ai invité, puis j'ai dit hey, je veux que tu viennes, Patrice. Si tu as des points à apporter, ça va être du beau contenu. Puis pour tout le monde ici aussi, comme Sébastien qui en a, n'importe qui a des mini-entrepôts ou qui a des connaissances là-dedans, là, c'est un melting pot. Là. Je veux que le monde participe. Je veux que le monde pose des questions aussi. Ça va être plus agréable. N'hésitez pas à lever la main, ou vous pouvez écrire aussi au niveau du chat là, pour poser vos questions. Je suis là pour garder l'œil à ceux qui veulent poser des questions. Yes, merci Mélissa. Quoi savoir avant de faire l'acquisition? Mélissa, tu veux-tu commencer? Oui, je peux parler de quoi savoir avant de faire l'acquisition. Bien important de regarder au niveau de la municipalité si le zonage de mini-entrepôt en donne encore. Parce qu'il y a certaines municipalités que c'est des droits acquis par rapport au zonage de mini-entrepôt. Puis, ça fait en sorte que les terrains qui sont zonés mini-entrepôt, à ce moment-là, ont une plus-value. Première des choses. Et deuxième des choses, vous êtes certain à ce moment-là qu'il n'y a pas d'autres mini-entrepôts qui vont être construits dans la municipalité. Donc, la rareté va être présente. Il y a énormément de municipalités qui ne donnent plus ce zonage-là. Donc, c'est vraiment une plus-value. Une autre chose auquel faire attention, c'est de regarder si le zonage d'entreposage extérieur est acquis. Attends, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus, vraiment importante.
on a un client qui est ici, je ne le nommerai pas, là. J'ai un client qui est ici, qui a acheté un terrain pour faire du mini-entrepôt de plein droit. OK? Fait qu'il achète le terrain, il arrive pour déposer ses plans à la ville pour avoir les permis. 4 jours auparavant, il avait enlevé le zonage de mini-entrepôt. Fait que si vous voulez acheter du terrain pour faire du mini-entrepôt, vous dites « Ah, je vais l'acheter, dans mon due diligence, je n'ai pas besoin de mettre ça conditionnel dans mon permis parce que c'est une construction de plein droit. » Non, non. Assurez-vous d'avoir le permis en main. Pour pas que ça vous arrive. Parce que ça peut faire mal, là. Fait que même si le zonage permet le mini-entrepôt, avant d'acheter le terrain, regarde, mettez ça dans votre due diligence que la transaction est conditionnelle au permis. Très important. Puis, j'ai même été plus loin, là. C'est ce client-là qui me l'a appris. Je dis, OK, vas-y donc, passe ça en PPC moi. Il dit non. Parce que si tu veux passer un PPC moi, ça ne peut pas revenir sur un zonage qui vient d'être enlevé. C'est pour permettre un zonage qu'il n'y avait pas, mais pas sur un zonage qui est enlevé, le PPC moi ne marche pas. Fait que je vous le dis, ça peut être un beau cauchemar, ça, honnêtement. C'est un point que je pense important de discuter avec vous ce soir. Donc, ce qui est à comprendre, si vous faites une promesse d'achat sur un terrain pour du mini-entrepôt, rajoutez une clause dans la promesse d'achat. Demandez à votre courtier de rajouter une clause comme quoi qui est conditionnelle à l'obtention du permis afin de construire des mini-entrepôts. Vous pouvez même, c'est ça, vous attendez d'avoir le permis, vous mettez une vérification diligente de plus de 90 jours le temps que vous allez chercher vos permis ou tout dépendant le délai que vous avez besoin. C'est très commun dans le commercial. Oui. Un autre point important, quand vous êtes en train de faire votre demande de permis à la ville, ça serait peut-être une bonne affaire d'aller demander à l'urbaniste s'il y a d'autres projets qui s'en viennent dans la ville ou s'il y a d'autres places qui peuvent en avoir. Parce que si toi, demain matin, tu t'en vas construire ou tu achètes, ça pourrait être même juste acheter un existant, un 100 portes, mais qu'il y a un 500 portes qui s'en vient à côté, la game vient de changer, là. Parce que là, tu vas être en compétition constante avec un compétiteur qui est plus gros que toi, qui a peut-être les reins plus solides, tu ne sais pas. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Ça prend 2 minutes de le demander. C'est vraiment important. Dernière chose, on l'a déjà vécu dans des transactions de mini-entrepôts. Il y a une autorisation de la municipalité de faire de l'entreposage extérieur, d'avoir des conteneurs sur le terrain. Si jamais vous êtes propriétaire ou si jamais vous voulez acquérir un mini-entrepôt qui a du zonage, qui a l'entreposage extérieur, puis que présentement il y a des conteneurs, arrangez-vous de contacter la municipalité afin de savoir si le permis est toujours actif par rapport au droit d'entreposage extérieur, puis arrangez-vous d'avoir le tout par écrit. Bien important parce qu'on le voit de plus en plus, que ce soit dans les mini-entrepôts ou que ce soit dans les immeubles industriels, ils enlèvent le zonage d'entreposage extérieur et le droit d'avoir des conteneurs dans les cours. Et ça, malgré que ça fait plus de 10 ans que le droit est là. Fait que c'est très important, je vous le dis, arrangez-vous d'avoir des écrits de la municipalité comme quoi que tout est conforme, puis vous pouvez entreposer à l'extérieur des conteneurs. Oui, très bon point, Mélissa. Puis il y a des villes qu'on a vues qui l'acceptaient, mais il fallait être capable de prouver que les containers n'étaient pas stables et amovibles. Je vais vous expliquer pourquoi plus loin, parce que c'est sûr que si tu mets 30 containers au lieu d'un immeuble, la ville n'est pas contente, là, ils ne vont pas chercher de taxes, eux autres, là. Fait qu'eux autres, il va falloir leur prouver, c'est arrivé dans plusieurs villes. J'ai des clients qui a fallu qu'ils le mettent sur des billes de chemin de fer, des grosses billes de bois, puis qui étaient capables de prouver que les containers étaient amovibles, c'était pas fixe et permanent. Fait que ça, c'est un point qu'on a vu des fois aussi. D'autres points à regarder, dans le fond, c'est de regarder avec la municipalité si jamais vous avez un gros terrain, qui a déjà des mini-entrepôts ou qui n'en a pas. Bien important de regarder avec la municipalité s'il exige seulement un bâtiment ou si vous pouvez avoir plusieurs bâtiments. Puis, il y a certaines fois que vous pouvez les passer aussi en immeuble accessoire. Là, ça, c'est quelque chose qu'on a vu, mais bien important de faire la vérification avant de faire l'acquisition. L'autre chose, bien analyser les contrats ou les baux. Habituellement, on va voir des contrats sur les mini-entrepôts au mois ou aux 4 semaines. Par contre, il y a certains mini-entrepôts qui vont faire à l'année et ça, c'est quand même à éviter, là. Donc, bien important de faire la vérification avant de faire l'acquisition. Puis, pour ceux qui en ont déjà, si jamais on le sait, faites la transition par la suite. C'est plus avantageux pour vous de le faire aux 4 semaines. Laurent, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est plus avantageux de le faire aux 4 semaines au lieu d'au mois? Je garde ça pour tantôt, c'est un peu la cerise sur le sundae. Désolée, je dis des scoops avant d'arriver là.
Les logiciels aussi, regardez les logiciels. Il y a certaines mini-entrepôts que ça date de très longtemps puis qui font tout à la mitaine. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que c'est pas l'idéal pour un mini-entrepôt. Regardez aussi comment que c'est géré. Il y a des logiciels qui sont très performants pour les mini-entrepôts. Donc, bien important de regarder ça si vous acquérez des mini-entrepôts. On va en parler un petit peu plus loin aussi des logiciels. On va pouvoir en parler aussi avec Patrice Hébert. Là, il va pouvoir nous éclairer sur le tout un petit peu plus tard. Yes. Quand on parlait aussi des baux, s'assurer qu'il n'y ait pas de baux de faveur. Tu sais, des fois, lui, c'est mon voisin, lui, c'est ci, lui, c'est ça, puis il ne paye pas cher. Puis là, juste avant de vendre, il va y laisser, mettons, le local pour 1 an ou 2 ans à moitié du prix. Bon, mais tu veux te garantir que d'ici à ce que la transaction se passe chez le notaire, il n'y a aucun baux qui change. Ça va être écrit dans tes conditions d'offre d'achat. Comme ça, à la dernière minute, dernière vérification. Comme ça aussi, si c'est le cas, puis ça l'arrive, ça n'a pas été vu chez le notaire, c'est beaucoup plus dur des fois parce qu'on a 500, 600, 700 locales. C'est beaucoup plus dur pour un notaire de tout vérifier. Mais au moins, ça vous permet d'avoir un recours suite à la vente. Ça, c'est bien important aussi. Un point important, je l'ai vécu dernièrement. On avait un très gros site de mini-entrepôt. Il y avait beaucoup de boîtes de camions, des boîtes de 53 pieds, des boîtes de cubes, des containers sur le site qui appartenaient aux propriétaires, un peu à tout le monde. Puis l'acheteur, il a voulu vérifier pour être sûr qu'il n'y avait pas de BPC. Fait que tout ce qui est les matières dangereuses. Ça, on le sait, là. Il suffit que, tu sais, on se dit, ben, c'est un client, on ne sait pas. Mais si finalement, toi, tu achètes ça, tu penses que c'est un client, tu n'as pas vérifié, tu n'as pas ouvert toutes les places, tes emplacements, puis tu te retrouves avec ces matières dangereuses-là, bonne chance de t'en débarrasser, ça coûte une fortune. Fait que ça peut paraître ridicule, mais c'est important de le faire. Assurez-vous de pouvoir ouvrir le plus d'unités possible, puis de vérifier qu'est-ce qu'il y a dedans aussi. Parce que vous ne voulez pas vous retrouver avec des matières dangereuses, ça peut arriver. Deux derniers points. Oh, vas-y, Laurent, tu avais. Non, je te laisse la parole, mais ça. Deux derniers points bien importants de comprendre que quand vous faites l'acquisition de mini-entrepôts, dans le fond, c'est comme si vous achetez une entreprise. Parce qu'on s'entend, c'est pas juste de la brique et du mortier que vous achetez. Vous achetez, dans le fond, les états financiers. C'est pratiquement une incorporation que vous achetez. Donc, bien important d'avoir les états financiers des 3 dernières années. De toute manière, l'institution financière va vous exiger les 3 dernières années des états financiers lorsque vous allez aller pour le financement. Et bien important de regarder si les revenus sont progressifs ou dégressifs, bien important. Dernière chose, faire une étude de marché, ce qui veut dire contacter les mini-entrepôts qui sont alentours, à savoir combien ils chargent et surtout s'ils ont de la vacance. Donc, vous allez savoir la demande là, des alentours à ce moment-là. Oui, puis il y a des spécialistes, puis je suis sûr que si vous appelez la division Varlix de PMML, les validateurs agréés, on est capable d'aller chercher beaucoup de data, beaucoup de données sur les mini-entrepôts auto avec les prix. C'est un service qu'on offre. Fait que ça pourrait vous donner une bonne idée après ça de pouvoir faire votre modèle d'affaires, dire OK, aux alentours, voici combien je peux louer, le prix par pied carré, selon le type d'unité, puis savoir aussi le taux de vacances, parce que c'est le taux de vacances qui est déjà à 25 % partout autour. Pas sûr que c'est une bonne idée. Là. Fait qu'une étude de marché, c'est vraiment important. Écoute, on a dans le chat Jordan qui nous mentionne aux 2 semaines. Jordan, est-ce que tu es toujours là? Y a-tu quitté? Non, je suis là. Est-ce que tu charges aux 2 semaines? Ouais. Au début, on était au mois, puis on a switché aux 2 semaines. Et Yes. Je pense que je vais laisser Laurent en parler, mais je pense que Je sais pas ce que tu T'en veux as pas. déjà parlé avant, hein, Laurent? Oui, bien, le fameux paiement aux 4 semaines au lieu d'au mois, là, c'est C'est ça. plate, mais les gens s'en rendent pas compte quand tu leur dis, gars, c'est aux 4 semaines, mais techniquement, on gagne 8,33 % de rendement parce qu'on vient de chercher un 13e mois dans l'année. Fait que c'est une optimisation facile, rapide et efficace le jour 1, directement appliquée sur notre revenu net. Exactement. C'est Puis ça. tu sais, après ça, vas-y, Mélissa. Faut comprendre que contrairement à un immeuble commercial avec des baux annuels ou aux 3 ans ou aux 5 ans, à ce moment-là, quand vous achetez un mini-entrepôt, souvent les contrats sont au mois. Fait que vous faites votre optimisation puis votre ajustement de loyer le premier mois là, que vous rentrez. Là. C'est quand même assez formidable. Vraiment. Excellent. Fait que ça faisait pas mal le tour de qu'est-ce qu'il fallait vérifier avant l'acquisition. Mais là, c'est sûr qu'il y a un gros due diligence à faire, ça, c'est sûr. Là. Checker tous les baux, regarder qui est dedans. La meilleure affaire que vous pouvez faire, c'est avoir les preuves de dépôt. Tu sais, t'as beau me dire, moi, voici mes revenus. Ouais, mais attends, moi, je veux tes preuves de dépôt. Là. Montre-moi exactement
combien que tu as déposé dans ton compte de banque. Je veux tes relevés bancaires pour les 12 derniers mois, les relevés autant par carte de crédit, paiement comptant. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui prend bien du cash, ben c'est sûr parce que ça arrive des mini-entrepôts, ça va vraiment lui nuire dans sa vente parce qu'on travaille avec un revenu, fait que c'est pas à son avantage. Bon, Patrice, t'es connecté? Je sais pas si ton micro est ouvert. Oui, je suis là. Y avait-tu quelque chose que tu voulais rajouter sur tout ce que tu viens d'entendre, toi? Est-ce que tu es d'accord avec tout ça? Faut-tu que Je je suis sois meilleur? d'accord. Première chose à faire, s'assurer de l'environnement. Pas de rapport positif d'environnement, pas de financement, pas de levier financier. Fait que tout part de là. Puis, tu le sais, on en a fait un due diligence vraiment serré. Là, tu sais, quand tu parles matière dangereuse, BPC, c'est hyper important parce qu'après ça, vous vous retrouvez avec une problématique de locataire qui vous a laissé sur place. On envoie toutes sortes dans le mini-entrepôt. C'est une business, c'est pas de l'immobilier. Là. Je vais dire, vous avez, c'est Mélissa qui l'a dit tantôt, là. On achète un mini-entrepôt, on achète une business. Oui, une business avec de l'asset, qui est un immeuble qui rapporte autrement, mais on n'achète pas un bloc appartement avec, on collecte un chèque par mois. Là, fait que c'est hyper important que les gens réalisent que le premier step, l'environnement, deuxième step, les baux, comme tu dis, vérifier chacun des baux, comment je pourrais dire ça, là? Question d'urgence. Vraiment valide, puis vraiment voir les preuves de dépôt, là, parce que faire des baux, c'est facile, là, tu sais, quand tu t'en vas faire un due diligence sur un mini-entrepôt qui est 300 ou 1200 locataires, tu sais, qu'il y en ait 50 de faux-nez, si tu ne fais pas une vérification vraiment diligente, vraiment à surveiller chacun des baux, ben, tu peux t'en faire passer une. Là, puis, tu sais, c'est important, ça. C'est vraiment important, là, parce que créer une valeur dans un bail à court terme, c'est facile. J'ai une question pour toi, Patrice. On a parlé un petit peu plus tôt justement des tests environnementaux. De ton côté, est-ce que tu as des locaux aussi dans tes mini-entrepôts qui sont un peu comme des condos industriels que tu loues ou c'est vraiment tout du petit pied carré, tes mini-entrepôts? Ben, écoute, moi, là, j'ai jusqu'à 800 pieds carrés mes mini-entrepôts. Fait que je vais avoir des portes de garage qui vont compter comme de l'industriel léger, là. Mais c'est sûr que eux, je vérifie, puis je les gère pas comme un mini-entrepôt parce que au point de vue de la responsabilité, OK, il faut se dire que, étant donné qu'on est des locataires à court terme, quelqu'un qui vient puis qui loue à nous, on devient garant de leurs biens. OK, on a beau inscrire dans notre contrat, dans notre bail, qu'on n'est pas responsable de ce qu'ils vont entreposer, on est garant au point de vue du Code civil au Québec. Puis il y a de la jurisprudence, là, des patients m'ont payé très cher pour ça. Là. Fait que quelqu'un qui vient storer chez vous, tu n'en deviens garant. Là, je m'excuse si je passe du coq à l'âne, mais là, je veux juste mettre un point là-dessus. C'est que un plus gros mini-entrepôt, comme j'ai des 800 pieds carrés, des portes de garage de 14 pieds, je vais louer ça à un électricien qui a 3-4 équipes, qui a comme 50 000, lui, d'inventaire là-dedans. Fait que je ne prendrai pas le même bail. Là. Je vais signer un bail d'1 an avec lui, avec une clause de retraite 3 mois. Puis à ce moment-là, je peux éviter la clause que j'ai fait un bail à court terme. J'ai vraiment fait un bail commercial. Puis il devient garant de son inventaire. Fait qu'il faut vraiment faire attention, là, la distinction entre des plus gros, des plus petits, ces choses-là. C'est vraiment la valeur qui est entreposée dans le mini-entrepôt qui est importante. Là. Fait que tu pourrais venir me mettre des lingots d'or dans un 5x5, Mélissa, là, puis je serais garant de tes lingots d'or. Fait qu'il faut faire attention. Là. Wow. Je vais pas mettre mes lingots d'or dans tes mini-entrepôts, alors. Ouais, puis on va t'actionner après, Patrice. Est-ce que tu en as qui ont certaines, tu sais, dans tes plus gros pieds carrés, est-ce que tu en as qui ont certaines, qui entreposent des matières plus dangereuses, qui auraient risque à contamination? Puis je m'en vais dans cette direction-là, à savoir, est-ce que tu fais faire des tests de sol régulièrement face à ça ou non? Non, c'est sûr qu'on ne peut pas tout contrôler. Là.
Nous, on a 2500 lockers là, en tout et partout. Là. Fait que, tu sais, essayer de contrôler le 2500, ça devient compliqué. Mais c'est sûr qu'on va spécifier, tu n'as pas le droit aux pneus, tu n'as pas le droit aux matières dangereuses, ces choses-là, mais tu sais, le commun des mortels va mettre 4 pneus, là, ces pneus d'hiver dans un casier. C'est juste qu'à un moment donné, à force d'aller dans des conférences à Toronto, ces choses-là, on arrivait, à un moment donné, l'industrie du pneu, il y a eu ils ont fait un virage, puis là, c'est devenu là, qu'ils nous louaient des lockers, puis ils entreposaient des pneus et des pneus et des pneus. Si tu ne veux pas avoir un garage qui vient entreposer des pneus, tu veux le particulier qui vient, tu sais, fait que faut différencier le B2B du B2C. Fait que le client B2C, tu vas toujours être plus lousse avec lui que du client B2B parce que au point de vue du risque environnemental. Mais c'est excessivement important de surveiller ça. Tu sais, quand on a parlé du due diligence qu'on a fait ensemble avec des vannes tantôt, là, puis tu sais, j'avais dit à Laurent, moi je veux voir, puis Laurent, tu sais, il avait les yeux. Tu veux qu'on ouvre tout ça? Oui, OK. Moi, je ne veux pas me retrouver avec une vanne de BPC parce que le gars, il paye super bien, puis il a mis son derrière de vanne dans ma cour, mais que c'est rempli de barils de BPC parce que ça devient mon problème. Là. Écoute, c'est de la surveillance. Dans le mini-entrepôt, là, il y a 3 points à garder. Sécurité, accueil, puis, voyons, sécurité, accueil, j'oublie le troisième, là, mais dans les 2 points de la sécurité, les caméras, vérifier vos entrées, vos sorties, savoir ce qui se passe sur votre site, c'est super important. Patrice, je te coupe 2 petites minutes. On a une question. Samy, tu as une question pour nous. Oui, c'est ça, mais on parle de produits dangereux, tout ça, mais est-ce que c'est propice à se faire achaler par des gangs de rue ou du monde là, qui tourne autour de la drogue, tout ça, puis Moi, j'ai jamais entendu parler de ça dans tous les mini-entrepôts qu'on avait. Ce que j'ai entendu, par exemple, dernièrement, hein, c'est qu'il y a du monde qui dormait là. J'ai du monde mal pris qui louait un entrepôt puis qui allait dormir là. Puis ça, c'est tout nouveau. Là. Tu sais, on sait qu'il y a une pénurie de logement, contexte économique n'est pas facile. C'est la dernière affaire que tu veux. Là. Tu ne veux pas quelqu'un qui vienne dormir dans tes locaux, c'est plate, il faut sortir. Là. Ça, j'ai entendu ça. Je ne sais pas si Patrice a vécu ça, mais j'ai des clients, moi, qui m'ont rapporté ça. Là. OK. Moi, ça m'est arrivé 2 fois. 2 fois, toi? Oui. Du monde qui dort ou Oui, il dormait là. J'ai ouvert la porte, il y avait un petit setup de canne. C'est ça. Fait que ça, on ne veut pas ça. Il faut que ça reste professionnel. Là. On veut pas c'est pas du résidentiel non plus. Puis... Mais des affaires, comme tu dis, gang de rue, motard, peu importe, moi, j'ai jamais entendu cette histoire-là comme ça. Écoute, j'ai entendu, tu sais, plus sur l'île, là, à l'époque, moi, mon coach dans le mini-entrepôt, ça a été Turan Kalfa. Turan, c'est celui qui a fondé Deposium. À l'époque, ça s'appelait National Public Storage. Deposium, qui est une des plus grosses chaînes au Québec, qui a été vendue une douzaine d'années à Storage Vault. Storage Vault, pour pour les gens qui ne connaissent pas, là, c'est une des plus grosses compagnies au Canada. Ils sont cotés à la Bourse de Toronto. Ils ont comme 300 magasins parce qu'il faut se dire que dans l'industrie du mini-entrepôt, un mini-entrepôt, on appelle ça un magasin. Fait qu'ils ont 300 magasins coast to coast. Fait que, à travers le Canada, là. Fait que moi aussi, je suis leur tendance, je suis coast to coast, je suis du Richelieu au fleuve Saint-Laurent. Mais j'ai déjà entendu des histoires de prostitution dans les mini-entrepôts. Moi, j'ai vu des propriétaires prendre des mauvais payeurs, les déménager chez nous, payer 3-4 mois pour ces locataires-là, puis leur dire, regarde, t'es là, puis à force justement avec nos systèmes d'accès, puis de caméras, puis ainsi de suite, des portes forcées avec la même puce plusieurs soirs en ligne, je me suis rendu compte que la personne demeurait sur place, puis la personne avait un problème de consommation, donc c'est des choses que tu ne peux pas laisser aller là, parce que ça devient dangereux pour l'environnement, pour le feu, parce qu'ils vont se réchauffer avec des brûleurs, ils vont faire à manger là-dedans. Fait que tu ne peux pas tolérer des choses comme ça. Là. Il y a une autre chose aussi
que j'ai vu, moi, c'est qu'étant donné qu'il y a des gens qui dorment là, quand on arrive pour faire les tests de sol, à ce moment-là, ça doit répondre aux critères de résidentiel au lieu du critère commercial. Fait que ça peut impacter aussi. Là. Fait que c'est vraiment pas bon d'avoir des personnes qui dorment là. Laurent, je te laisse continuer. Puis on a Julien aussi qui est là pour nous parler du financement. Puis je pense que ça va intéresser plusieurs personnes. Donc, Laurent, je te laisse prendre la parole. Là. Je vais faire les prix pour la construction. C'est là que ça va être intéressant d'entendre Julien aussi au niveau financement à travers ça. Après ça, il va nous rester comment faire la gestion. Il y a des logiciels de gestion qui sont réputés pour ça. Puis après ça, on finit avec l'optimisation. OK, tout le monde? Fait que prix pour la construction. OK. Les prix pour la construction que j'ai vus, moi, j'ai vu des autocontracteurs dans des régions plus éloignées, fait que c'était moins contraignant, là, pas besoin de réserver des rues pour construire, etc., comme sur l'île de Montréal. Fait que moi, j'ai vu là, entre 80 et 150 $. 80 étant vraiment, vraiment pas cher. Mon client étant un entrepreneur général en excavation, il en a fait beaucoup lui-même. Puis, mais sinon, je vous dirais que la moyenne devrait tourner entre 120 et 130. Ça, c'est les coûts de construction. Après ça dépend d'un paquet de facteurs. Un des facteurs qu'on avait vu qui nous avait surpris, puis ça fait beaucoup de sens, c'est notre client, lui, est en région, il n'y avait pas l'aqueduc, le service d'aqueduc. Fait qu'en partant, il n'y a pas besoin de mettre de gicleur. Fait qu'il ne peut pas en mettre. Anyway, pas de gicleur, pas de salle de bain, pas rien. Ça vient de diminuer les coûts de construction, ça, c'est garanti. Le type de finition intérieure aussi, c'est des divisions en métal. Est-ce que c'est en métal, c'est pratique parce que c'est amovible. Pour ça, tu peux refaire tes divisions puis refaire les grosseurs de locaux. Mais des fois aussi, c'est en gyps par feu. Ça aussi, ça a un gros coût sur les coûts de construction. Puis après ça, bon, c'est-tu un étage, 2 étages, 3 étages, 4 étages. Puis, j'étais vraiment content que Julien vienne pour ça. Julien a travaillé dernièrement sur un projet de financement de mini-entrepôt. Puis, on vit quelque chose un peu en ce moment. J'ai un mini-entrepôt à vendre. Il est à vendre sur plan. Puis, vendre un mini-entrepôt sans état financier, c'est très dur. Tandis que Julien, quand il m'a sorti ses chiffres, ses pourcentages de faire construire un mini-entrepôt, c'est le jour et la nuit. Là. Julien, est-ce que tu peux nous parler un peu de... Avant que Julien parle, j'ai des personnes qui écrivent dans le chat. Je veux juste être sûre, là, étant donné que c'est par rapport à ce qu'on parle présentement. J'ai Carl qui demande 120-130 $ par pied carré louable ou total. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Total. OK. Puis j'ai Vincent qui a posé une question aussi, soft and hard cost entre 80 à 150 points d'interrogation. Je ne sais pas, Vincent, est-ce que tu peux... Oui, vas-y, Laurent. Vincent, tu sais, en plus, tu serais bien placé pour nous le dire, là, Vincent. Je sais que tu avais fait faire des plans, c'était quand même rendu assez loin dans tes démarches. Je serais curieux de voir, toi, à combien ça avait sorti, mais oui, soft cost, hard cost, à peu près, là, moi, mon guess, là, en ce moment, de ce que j'entends dire, c'est entre 120 et 130 $. Mais après ça dépend de plein de facteurs. Du type de construction. Il y a beaucoup d'impondérants. Veux-tu, Vincent, en parler un peu, toi? Combien t'étais, toi? As-tu un micro? Non, j'ai Monsieur Gélina ou Madame Gélina qui a inscrit justement, je viens de finir la construction de 100 mini-entrepôts, la localisation est le facteur le plus important. Puis par la suite, plus ou moins 100 $ du pied, sans auto-cotisation, sans le terrain, sans la gestion charpente en bois. Donc, je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, soit Vincent, soit... Ouais, ben, est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y, ce serait le fun de t'entendre. Je viens de finir 2 sites de mini-entrepôts pour, en fait, le site de 50 mini-entrepôts, plus ou moins chaque. Là. Donc, pour ce que j'ai indiqué, moi, c'est vraiment une autoconstruction que j'ai géré la construction moi-même. Donc, au niveau de la gestion, moi, ça ne m'a pas coûté grand-chose parce que je l'ai fait de mon temps à moi. Les prix que je donne, c'est dans le terrain parce que tout le monde où on est situé, ça va vraiment une variante, ça peut changer. Exact. Dans le fond, j'ai vraiment fait un étage. Dans le fond, il y a un projet que les divisions, c'est en gyps. L'autre projet, c'est en asponite. Donc, tout dépendant le code de construction qui est applicable, j'ai pu changer, dans le fond, mon intérieur. Puis sinon, à part de ça, j'ai l'aqueduc que j'ai fait rentrer, puis je n'avais pas les 2 services. Sinon, si je peux vous amener aussi, qu'il y a un autre monsieur qui a parlé un petit peu précédemment. Là. Côté de la sécurité, c'est un des facteurs aussi la même affaire, que j'ai eu beaucoup de points de la part des locataires. Donc, au niveau de la clôture, des caméras de sécurité, des barrières de sécurité, c'est des choses que j'ai mis, que j'ai eu des échos comme quoi que ça facilitait la location. Parce que j'ai beaucoup de monde, autant des petits entrepôts de 60 pieds carrés jusqu'à 500 pieds carrés que je peux offrir.
Faire en sorte que les gens, quand ils vont stationner ça, exemple, à l'automne, s'assurent qu'ils veulent que ce soit sécuritaire pour jusqu'au printemps. Fait que ça fait en sorte que je vais chercher une part du marché qui est dans mon secteur, qui est la médiane. Fait que c'est beaucoup facile au niveau de la location. Fait qu'à date, tout ce qui est chauffé, isolé, ça c'est tout loué de suite. Tout ce qui est isolé non chauffé, c'est plus long par contre. Fait qu'à refaire, je viendrais faire tout du isolé chauffé pour toutes les raisons que je suis en train de numérer en ce moment. Là. Puis là, toi, tu dis que tu étais sans le terrain en autoconstruction, fait que si tu t'occupais de la gestion, tu étais à 100 $. Fait que moi, demain matin, je connais pas ça, ben, je suis pas un gars de la construction, je suis pas full pin ABQ, CCQ, je donne ça en contrat, fait que mon 120, 130 $, je suis pas mal right on. Là. Oui, c'est right-on parce que dans le fond, on rajoute en gestion de 5 à 15 % de la gestion comme en multirésidentiel. Là, fait que ça a bien du sens. Puis l'autre côté qui était difficile, c'est le financement. Parce que moi, je suis plus habitué dans le multirésidentiel. Fait que c'était mes premiers projets de mini-entrepôt. Fait que côté financement, que j'ai réussi à aller chercher du financier avec l'ALEUR, c'est avec la Banque nationale. En allant sur les autres institutions financières comme Desjardins, par exemple, ils finançaient 50 % de mémoire sur 15 ans. Fait que côté amortissement, ça avait vraiment pas de sens. Mais le marché, je dirais, mettons, le plus avantageux, c'était vraiment un amortissement de 20 ans. Quand tu es d'aller chercher. Puis vraiment, dans le fond, la valeur économique puis la juste valeur marchande, évidemment, ils financent toujours le plus bas des deux. Là. Fait que sinon, en fonction de ce que je suis allé chercher, c'est quand même pas super pareil. Puis il y a sur un des dossiers, j'ai réussi à amortir 25 ans, puis l'autre 15 ans. Fait que c'est vraiment, mettons, c'est une latitude. Par contre, ce qu'on m'a dit, c'est qu'un coup, je vais avoir 60 % et plus loué. Là, je vais pas plus cogner aux institutions financières. Il faut que j'ai une certaine stabilité, puis c'est normal. Parce que là, comme je le dis, je suis encore en rodage. Un site qui est quasiment à peine, puis l'autre site, dans le fond, je suis quasiment aux 3/4. Là. Fait que ça fait depuis le mois de mai que j'ai commencé ma location. Puis là, je vais attendre votre discours. Mais côté plateforme, j'ai utilisé différentes plateformes. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de vous prononcer, voir si soit je change, soit je continue. Mais dans le fond, c'est ça qui est difficile aussi. Là. Parce que les locataires ont bien des contraintes, puis des fois, c'est pire qu'avoir des enfants. Bien, je voulais justement, merci, hein, bon point. Je suis content d'entendre les échos, le monde qui a construit, combien ça coûte, c'est quoi qu'il y avait d'inclus. Vraiment content. Mais Julien, vas-y, toi, les ratios que tu m'avais sortis pour la construction. Puis Content de voir regarde, prends ton temps, explique le dossier. une chose, merci Vincent d'avoir parlé de financement parce que une chose qui est plate dans ce genre d'actifs-là quand on finance, c'est que les gens veulent une réponse qui est claire, absolue, mais je réponds tout le temps, ça dépend. Fait que tu sais, tu as eu 25 ans, tu as eu 15 ans, tu as eu du 50, peut-être du 65, 70 dans d'autres cas. Ça va vraiment dépendre du secteur, ça va vraiment dépendre de l'appétit de la banque à ce moment-là, de la construction, puis de l'expérience que le client a dans ce genre de projet-là. Parce que plus le client est fort, solide, plus les chiffres sont beaux, plus il y a de l'expérience, plus la banque va être prête à s'étirer au niveau du risque, d'aller chercher un financement qui est plus élevé, puis un amortissement qui est plus long. Dans le cas qui nous occupe, que Laurent parle, tantôt, Mélissa en a touché un point là, en parlant de condo locatif, condo industriel et puis de mini-entrepôt. C'est une distinction qui s'applique dans ce dossier-là, dans le sens qu'on avait une mixité entre les deux, ce qui rassurait le prêteur au niveau de la construction qu'on pouvait aller chercher. C'était entre 75 et 85 % de financement au niveau de la construction. Parce qu'on avait un mix des deux et qu'on allait chercher une certaine stabilité avec un bail sur le long terme, en plus du court terme avec le mini-entrepôt. Et ça, on avait aussi la possibilité d'enregistrer plus élevé au notaire. Et avec la location qui rentre au niveau du long terme, on pouvait refinancer sans attendre une stabilité ou sans attendre trop longtemps, à l'intérieur de 6 mois. Avec les baux qui rentraient, on avait la possibilité d'aller chercher plus de financement à mesure que la location se faisait. Fait que c'était une très, très belle souplesse au niveau de la construction. Et là où, admettons que le client construit, il décide de vendre, une fois que c'est construit, on n'a plus du tout le même financement. Parce qu'on finançait sur les plans, sur les projections et puis sur la valeur, sur tout ce que Laurent a mentionné tantôt au niveau de l'étude de marché. Et là, une fois que l'immeuble est construit et qu'il y a déjà quelques locataires, bien là, on fonctionne plus sur les chiffres. Fait que c'est ça qui est le fun aussi de voir, c'est que si on apporte une certaine mixité, si on le vend ou on le finance dès la construction, bien, les possibilités deviennent complètement différentes. Et pour un marché qui est dans du cas par cas puis dans du ça dépend, d'aller chercher des pourcentages de plus comme ça va être extrêmement intéressant au niveau de bien penser le projet, de comment le monter pour être sûr d'aller en chercher le plus possible au niveau du financement. Wow, très bon point. Non, c'est ça. Puis là-dedans, il y avait les deux. Là. Fait que c'est sûr qu'en ayant les condos industriels, ça l'aidait. Puis tout ça, ça m'a amené à une réflexion. Parce qu'il y en a plusieurs en ce moment au Québec, des mini-entrepôts qui viennent juste d'être construits ou presque juste d'être construits, qui sont à vendre ou même à vendre sur plan. Puis, s'il n'y a pas d'état financier, on l'a dit d'entrée de jeu, c'est une business. S'il n'y a pas d'état financier, c'est vraiment dur à aller régler un financement. Fait que là, en essayant d'être créatif, parce que je suis quelqu'un qui aime ça être créatif, je me suis dit, attends une minute, est-ce que je pourrais? Moi, mon vendeur, il vend son mini-entrepôt 2 millions.
Là-dessus, il se faisait un profit, mettons, de 300 000. Est-ce qu'il pourrait, à la place, vendre son projet pour aller chercher le financement de constructeur au lieu de l'acheter sur plan, qui est très dur à financer? Je ne sais pas si vous me suivez, tout le monde, là. Fait qu'au lieu de dire je t'achète ton projet, qui est presque pas finançable, parce qu'il n'y a pas d'état financier, il n'est pas encore loué, il n'y a aucune division, il n'y a rien de fait, ce qui va être très dur à les financer, à la place, il irait acheter le projet de construction, puis il irait chercher le financement de construction, puis au passage, lui, à la place, le profit qu'il faisait, on fait une entente dans la promesse d'achat, tout légalement, tout proprement, il irait chercher son profit de même, fait que ça vient simplifier le jeu pour tout le monde. Ça, je lance ça dans les airs, là. J'ai pensé à ça en étant en mode solution pour vendre un de mes mini-entrepôts que j'ai à vendre, là, tu sais. C'est très win-win. Puis par rapport au financement, je vois beaucoup de messages passer dans le chat. La BDC, BNC sont agressifs. Puis c'est vrai, puis on le remarque hein, parce que c'est un appétit qui change beaucoup au travers de l'année là, en fonction des différents prêteurs. Puis j'ai refait des coups de téléphone en prévision de la rencontre de ce soir. Puis il y a des banquiers qui étaient surpris de voir à quel point, parce qu'ils regardaient de leur côté aussi, qu'est-ce que ça disait à l'interne, étaient surpris de voir que l'appétit de la banque avait augmenté. J'en vois de plus en plus des banquiers ou des institutions financières qui veulent ce genre d'actifs-là. Ces zones industrielles, on sait que des fois, le commercial ou le bureau a moins la cote, mais les enveloppes sont au rendez-vous pour les financements auprès des institutions financières. Et ça vaut la peine de faire le tour pour être sûr d'aller chercher le maximum. Parce que BNC sont agressifs, effectivement. Est-ce que dans 6 mois, ils vont l'être? Est-ce que leur enveloppe va changer? Est-ce qu'elle va être pleine? Est-ce qu'ils vont être surexposés? Fait que c'est le genre de choses qu'il faut vraiment voir au moment de la transaction ou du financement. De faire un tour d'horizon pour être sûr d'aller chercher le maximum. C'est très, très volatile. Puis, Julien t'amène un bon point. La seule manière de savoir quelle banque a de l'appétit pour un type d'actif, c'est d'appeler votre courtier hypothécaire. Absolument. La seule manière. Ou de passer 2 ou 3 semaines au téléphone en attendant un retour de téléphone. Exactement. Puis, tu sais, j'ai vu des dossiers qu'on était capable d'aller chercher 40, 45% de financement. Dernièrement, je travaille avec un groupe qui font un REIT de mini-entrepôt. C'est un groupe québécois. Ils sont en train de monter un REIT de mini-entrepôt. Ils sont en train de lancer ça directement coté en bourse. Puis tu vois, là, c'est un monsieur très, très solide. Là. Il a un beau background. C'est un ancien juge spécialiste en droit des affaires. Puis tu vois, il a été chercher 61%. Puis si tu vas à l'autre extrême, puis tu regardes, parce que moi, je suis curieux, je vais voir les financements des gros joueurs. Là. Ben, tu vas voir qu'ils ont un financement de 90% avec ComputerShare. Mais là, on parle des montants de 40 millions, 50 millions, 100 millions, 200 millions, 500 millions même. Fait que c'est vraiment, ça dépend du profil, ça dépend du produit. Il y a beaucoup, ça bouge beaucoup là-dedans. Là. On a énormément d'activités dans le chat. On a plusieurs questions qui sont ressorties. Donc, au niveau de la construction, j'ai chauffé de quelle manière pour le meilleur ratio prix/qualité. J'ai quelqu'un qui a répondu système radiant, dalle de 11 000 pieds carrés. Ça me coûte 60 000 le système. J'ai M. Gélina qui a mentionné de mon côté, le plus économique selon mon électricien a été chauffé avec des plaintes chauffantes dans chaque unité. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait rajouter quelque chose dans la salle? Moi, je peux en parler un petit peu pour l'avoir vécu dans certains mini-entrepôts. On sait quand c'est une dalle radiante, la chaleur, ça monte. J'ai vu des mini-entrepôts que leur système, la chaleur, les trappes d'entrée d'air, c'est des systèmes centrales, venaient d'en haut. Puis ce qui arrivait, c'est que quand le local était plein de stock, puis que c'était à côté de ses murs de J-Proc, il y avait de l'humidité qui s'installait. On le sait, là, il y en a sûrement ici qui sont propriétaires de blocs appartements. On le sait, là, quand les locataires au sous-sol nous loadent ça de stock sur le bord des murs, là, c'est pas long que les picots verts apparaissent. Un peu le même principe. Fait que c'est sûr que la dalle est plus chère à l'achat au début, à l'acquisition quand on le fait, la dalle radiante chauffante. Mais après ça, je pense que c'est un beau produit. Mais regarde, on a quelqu'un qui dit... Attends une minute. Qui dit que son électricien, là, c'est ça, c'est Gilna. Tu dis ton électricien, toi, il disait que c'était mieux d'aller directement avec des plaintes. Comment ça se passe avec les plaintes? Ton micro il est fermé. On t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Yes. Bon. Dans le fond, là, quand je suis dans les soumissions, au début, c'était une dalle radiante, un peu comme vous avez mentionné plus tôt. Puis moi, dans le fond, la façon, je voulais la plus économique et la moins d'entretien possible. Il m'expliquait de mettre carrément des cœurs électriques, comme qu'on voit dans les logements, dans chacun des mini-entrepôts. Fait que tout dépendant de la superficie que j'avais besoin de couvrir, bien évidemment, j'ai peut-être une 1500 watts, une 3000 watts qui est installée. Puis moi, dans le fond, j'ai un thermostat dans chaque unité qui est barré, comme dans un corridor, comme dans un bloc appartement.
puis après ça, il est relié à mon bureau. Fait que moi, après ça, à distance, je peux contrôler. Fait que je laisse toujours un minimum 5 degrés. Fait que ça fait en sorte que ça part aux besoins comme dans un appartement. Fait que pour moi, mettons, le coûtant, c'était beaucoup moins cher, mais actuellement, ça va super bien et je n'ai pas trop de problématiques. Et puis, il n'accote pas les boîtes ou les choses sur le caille à ce moment-là? Non, du tout. Ben, pas pour l'instant. Écoute, parce que la plupart des gens adaptent, la plupart, c'est tous des bateaux, des motorisés, des motos. Fait que j'ai pas, mettons, de boîte, des affaires qui sont proches, parce qu'évidemment, comme le monsieur parlait tantôt, évidemment, je filtre quand même aussi ma clientèle aussi, parce que je remarque que tu peux avoir pas mal n'importe qui, comme les logements, là. Fait que, à date, justement, j'ai comme la chance de pouvoir filtrer, malgré qu'il y a une bonne demande dans le coin par rapport à ça, puis il y a beaucoup d'offres, là. Fait que, mais à date, non, je n'ai pas de problème. Je referais la même affaire, ça serait à refaire, là. Tu vois, moi, je pense autrement. Là. Je suis désolé, je ne sais pas comment lever ma main, là, mais C'est correct, Patrice. C'est la bienvenue. au point de vue du levier financier, moi, je n'aurais pas regardé la dépense de départ que les cailles coûtaient moins cher. J'aurais regardé ma dépense annuelle en coût d'énergie du glucose versus mes cailles électriques parce que mon coût d'énergie annuel vient influencer automatiquement mes revenus nets qui viennent se diviser par mon taux de cap. Fait que ça donne ma valeur à mon immeuble. Fait que, tu sais, souvent, je fais la relation de dire, hey, on sauve tant d'énergie par année, divise ça par le taux de cap, ça va te donner la valeur que tu viens d'aller chercher sur ton immobilisation. Fait que, tu sais, moi, je conseillerais plus de regarder justement sur le moyen puis long terme, avoir votre point de sortie à qui vous voulez vendre. Parce que des fois, on économise sa construction, mais au bout de la ligne, tantôt, tu disais justement, tu as fait des isolés non chauffés, puis ça se loue moins bien, puis des non chauffés, des non isolés. Tout ce qui n'est pas température control, là, oublie ça, là, vous pouvez vous attendre à avoir un plus gros taux de vacances puis avoir entre 25 et 30 % moins de revenus là, dans vos unités. Là. Fait que ça vaut vraiment la peine de les chauffer puis de le faire de la bonne façon. Là. Fait que je ne sais pas ça va être quoi tes coûts d'énergie là, sur 3-4 ans avec les cailles dans chacun. Puis ça amène aussi une autre problématique, comme on disait tantôt, Laurent, là, avec les cailles. Avoir du stock proche des cailles, moi, je trouverais ça plus dangereux. Je trouve ça plus dangereux. Je donne mon opinion, là, mais je peux me tromper, je ne détiens pas la vérité. Je voulais juste donner mon opinion là-dessus. Il faut regarder le levier financier que l'économie d'énergie va nous donner par la suite. C'est gentil. Effectivement. J'en parlerai dans une couple d'années. C'est bon. Hey, Patrice, viennent de partager les mini-entrepôts à vendre. Le premier, on est en offre d'achat accepté, malheureusement. Mais on a 2 à vendre sur plan, puis on a un très gros site aussi, un autre gros site là, dans quel à point? Boucherville, bien entendu. J'en ai un gros site à Boucherville là, avec un beau potentiel d'optimisation. Avec un gros potentiel. Contactez-nous directement, on va pouvoir en parler. On n'est pas là pour mettre de l'avant nos listings ce soir. Fait que contactez-moi avec Laurent, puis on va pouvoir avec plaisir vous en parler là, plus précisément. OK, je tombe. J'ai une dernière question dans le chat, Laurent. Pourquoi mettre l'aqueduc? Bien, l'aqueduc, quand l'aqueduc passe dans la rue, ton pluvial, ton sanitaire, tu vas être obligé de rentrer dans les codes civils canadiens, québécois. Là, je ne suis pas un expert, j'ai mes licences en véhicule, mais je ne suis pas le meilleur là-dedans. Mais si le service incendie va t'obliger de rentrer après ça les gicleurs dans ton immeuble. Tandis que si tu ne l'as pas, l'aqueduc dans la rue, tu n'auras pas besoin de le mettre. Là. C'est ça que je voulais dire tantôt. Si je peux me prononcer, dans le fond, quand j'ai monté mes plans avec l'architecte, vraiment la superficie, puis dans le fond, la grosseur de mes portes que je mettais, puis l'affectation que j'avais. Dans mon cas, moi, de mémoire, c'est moins que 6000 pieds carrés. Il faudrait que je regarde le code. Là. Dans mon cas, moi, la seule raison pour laquelle j'ai apporté de l'aqueduc à l'extérieur du bâtiment, je ne l'ai pas l'amener à l'intérieur, pour exemple, les dégâts d'eau, car dépendant de locataire, puis ça gèle, quoi que ce soit. Fait qu'à l'extérieur, je m'y ai sorti. Fait qu'exemple, c'est pendant la période de l'été, les locataires veulent laver leur bateau, quoi que ce soit. C'est un service que j'offre à l'extérieur, ils peuvent le nettoyer. Fait que c'est des sorties d'eau extérieures, tout simplement. Fait que moi, c'est la raison pour laquelle j'ai apporté l'aqueduc, tout simplement, sur le site. Bon point, puis oui, tu as raison, c'est 6000 pieds carrés au niveau du code du bâtiment. Super. C'est une autre affaire. Là. Mon propriétaire qui disait qu'il n'y avait pas de gicleur, il dit que je suis bien content, Laurent, parce que quand ça part, ça en fait du dégât. Oui, vraiment. Ça revient à ce que Patrice disait tantôt, tu es responsable. Tu es responsable de ce qui est dans ton immeuble. Fait que ça peut être quasiment un avantage. Dépendamment de plusieurs. Il y a plusieurs manières de voir ça.
OK. Logiciel de gestion. Ça, je l'ai en parlé. Il y a un logiciel de gestion qui s'appelle Rocksoft. C'est fait par Anemone. C'est des Québécois qui font ce logiciel-là. Personnellement, je ne les ai jamais rencontrés, mais je me suis fait dire des bons commentaires sur eux. Ils sont capables de sortir tellement de rapports, même si ce n'est pas un rapport qu'il y a, tu peux les appeler et dire hey, j'aimerais ça être capable de savoir telle statistique. Ils vont te le sortir. J'ai beaucoup de clients qui les ont appelés. Les frais, ça serait 6 000 au début. Puis, garde, là, c'est pas la science exacte, là, appelez-les si vous voulez avoir plus d'informations. Mais pour commencer, c'est 6 000 puis après ça, il y a des frais annuels de 2 000 à 3 000 Le seul désavantage que je m'étais fait dire, c'est que si tu veux passer, mettons que tu es en paiement aux 30 jours puis tu veux le mettre aux 28 jours, ça se fait avec eux, mais c'est one size fit all. Tu passes tout le monde au paiement de 28 jours. Tu ne peux pas dire, OK, les nouveaux qui vont rentrer dans mes mini-entrepôts vont être aux 28 jours. Puis il y a l'autre gros, Patrice, lequel vous utilisez, vous autres, l'autre gros qui est plus américain? C'est SiteLink. SiteLink? SiteLink, tu as Cerasoft, c'est une multitude de logiciels. La Cadillac des Cadillacs, c'est SiteLink. C'est sûr qu'on parle d'un 600 US par mois par emplacement, là. Mais tu sais, ça te permet de benchmarker ta compétition. Tu peux avoir des clients au mois, des clients à semaine, des clients à journée, si tu veux. Tu sais, tu peux tout définir. Tu as la multitude de rapports que tu vas avoir avec Anemone. Tu sais, j'ai roulé avec Anemone. Anemone, je pense que tu sais, c'est un excellent produit pour un petit mini-entrepôt. Tu sais, mettons qu'on va aller de 350 mini-entrepôts de 350 lockers en descendant. Mais si vous voulez avoir un outil performant et que vous êtes dans la région métropolitaine, que vous pouvez aller benchmarker les plus gros, parce que moi, c'est ce que je fais avec SiteLink, bien, automatiquement, je vois les disponibilités chez mes concurrents qui utilisent SiteLink et ainsi de suite. Moi, je veux juste dire que l'industrie du mini-entrepôt au Québec, OK, on est un mom and pops business encore, puis à travers le reste du Canada, c'est les cinq gros qui détiennent le marché. J'encourage tout le monde à s'inscrire à la Canadian Self-Storage Association. Je m'excuse, mon homme, j'arrive. Je suis désolé, mon fils vient d'arriver. J'encourage tout le monde de s'inscrire à la Canadian Self-Storage Association. On a un ski workshop à Mont-Tremblant du 30 janvier au 2 février. C'est super intéressant. C'est incroyable ce que les gens peuvent nous partager comme information. Puis là, je vous parle là, du président Steve de Storage Vault. Je vais vous parler de Troy, le président de Storage Canada. Tu sais, c'est du monde hyper accessible. Tu sais. On parlait là, de ton monsieur à... Tu sais, tu parlais, vous n'avez un qui avait une offre d'achat. Oui, tu veux que j'arrête? J'ai une question pour toi parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent dans le chat présentement. Puis là, on parlait par rapport aux gestions. J'ai Maud Dany qui parle de Easy Storage Solutions. C'est-tu quelque chose que tu connais? Non, écoute, comme je dis, il y en a pas mal, il y en a plusieurs. Là. Moi, j'utilise le logiciel que 90% des gros utilisent. Fait que quand je te parle, tu sais, je te parle Storage Mart, Storage, ainsi de suite, là, ils utilisent tout SiteLink. Là. Montreal Mini Storage, on est tous sur SiteLink. Il ne faut pas négliger avec quelle entreprise que vous allez faire affaire parce qu'on le vit, nous, en transaction présentement. Autant si vous achetez un mini-entrepôt, vous voulez déjà qu'il y ait une belle structure de montée. Puis autant si vous vendez le mini-entrepôt, il faut qu'il y ait une belle structure de montée. On envoie des contrats montés quasiment sur des napkins. Là, je vous dirais c'est excessivement difficile dans les vérifications diligentes. Fait que c'est important quand vous acquérez, que vous achetez dans le fond, excusez-moi, mais que vous achetez un mini-entrepôt, de vérifier avec quelle entreprise de gestion qu'il faisait, quel logiciel, pardon. Puis, vous, d'en prendre un bon, justement, si vous décidez de le vendre un jour, parce que ça peut avoir un impact là, assez favorable. OK. Je continue, tout le monde. On change de sujet. Dernier sujet de la soirée. Je ne voulais pas non plus que ça dure 2 heures. Je voulais que ça soit court, concis et précis. Comment optimiser vos mini-entrepôts? Bien important, là, je vais commencer. Ben, regarde, mais ça, tu veux faire le premier point? Qui est primordial.
Oui, bien, s'assurer d'être au prix du marché. On s'entend qu'il y en a qui ne suivent pas vraiment le marché actuel. Donc, si vous venez pour acheter des mini-entrepôts, puis vous voyez que les prix sont très bas à ce moment-là, on l'a dit un petit peu plus tôt, si c'est des contrats au mois, vous rentrez dans l'immeuble, puis vous changez automatiquement les contrats au prix du marché. Ça, c'est la base pour venir optimiser dans les mini-entrepôts. Merci, Mélissa. Ça, pour ça, faire des études de marché, la plupart des propriétaires que je connais appellent leurs compétiteurs là, incognito. Là. Hein, je suis sûr que Patrice l'a déjà fait, puis je suis sûr que les autres ici l'ont déjà fait. Ouais, je voudrais savoir combien tu loues ça un 10-10. Ils font tout ça. OK? Ça, c'est garanti dans le marché. Tout le monde appelle leur compétition régulièrement, là, au mois, pour savoir exactement c'est quoi les prix loués, pour savoir s'ils sont encore dans les prix. Fait que ça, c'est le standard. Mais là, ce qu'on a vu dernièrement, c'était tellement plein à 100 puis être plein à 100 c'est pas bon. Si je demande ici à Patrice qui est expérimenté, il va dire la même chose qu'ils vont dire aux États-Unis, tu ne veux jamais être plein à 100 parce que si tu es plein à 100 c'est parce que tu n'es pas assez cher. Je vais, tu sais, votre listing à Saint-Pie, là, j'avais appelé. Sans nommer d'adresse, sans rien. C'est ça, j'avais appelé le propriétaire il y a 3 ans, puis j'avais échangé avec lui parce que Ghislain La Rochelle, un bon ami, tu sais, ce monsieur-là, il avait suivi un peu des formations avec Ghislain, puis il m'avait dit appelle-le, je pense qu'il est mieux pour vendre, fait que je l'appelle, puis je lui dis ouais, c'est Ghislain qui me réfère à vous, puis finalement, ça n'a pas donné. Je n'ai pas poussé plus parce que ce n'est pas dans mon marché. Mais je lui dis, seriez-vous à vendre? Non, non, il dit, je ne suis pas à vendre. Il dit, je suis plein, je suis en train d'en construire d'autres. Je dis, vous êtes plein? Il dit, oui. Bien, je dis, vous êtes à quel prix du pied carré? Ah, il dit, en moyenne. Ah, il dit, ça ne se dit pas, c'est de l'information confidentielle. Mais tout de suite, moi, en partant, je savais que le monsieur, il ne savait pas ce qu'il faisait parce que être plein dans le mini-entrepôt, tu es un mauvais gestionnaire. Tu devrais toujours avoir un 10 de vacances en moyenne. Quand tu as 10 de vacances, c'est parce que tu es au prix du marché. Si tu es au-dessus de ça, je ne dis pas qu'à 93, 94, c'est pas excellent, là. Mais si tu es à 99 là, posez-vous des questions. Là. C'est parce que vous n'êtes pas assez cher. Vous n'êtes pas assez cher. Puis le but, là, c'est de maximiser vos revenus parce que c'est vos revenus qui vont valoriser votre business. Tu sais, le mini-entrepôt, surtout quand on part, ce n'est pas une business de cash flow, c'est une business de plus-value. Fait que comment vous allez pousser la plus-value de votre entreprise pour aller chercher le plus de financement ou refinancement? C'est ça, là, parce que vous ne ferez pas d'argent les 5 premières années. Vous ne deviendrez pas millionnaire avec ça. Là. Vous allez devenir riche avec votre plus-value, pas avec votre paye du day-to-day business. Là. Ouais. Donc, on a parlé de l'optimisation, le prix du marché. Laurent, les autres façons d'optimiser? OK. Dernièrement, justement, quand c'était la folie l'année passée, on appelait partout, c'était plein. Mes propriétaires, moi, c'est pas compliqué. Ils prenaient tous les locales puis ils divisaient. Fait que s'il y avait un 10-10, ils faisaient un 5 par 10, ils subdivisaient. Puis là, au lieu d'être, mettons, à entre 1,60, 1,80 du prix par pied carré par mois, ben là, on tombait à du 2, 2,10, 2,30, 2,40 le prix par pied carré. Fait que des plus petits locaux, on le sait, c'est loué plus cher. Puis le client, il arrivait et il disait, ben voyons là, c'est ben trop petit, ça me prend plus gros. Ben là, mon client répondait, ben prends-en 2. C'est tout. Prends-en 2. Le client veut prendre 2, 3, 4 petits locaux. Puis c'était le prix, puis c'était sa compétition. Fait que subdivisez vos locaux, un peu comme tantôt, Patrice. C'est bon de l'avoir pour les entrepreneurs, ils sont là plus long terme, les gros locaux, mais moi, j'ai des clients qui ont pris des 800 pieds, ils ont fait juste des petits locaux, puis ils ont doublé directement la rentabilité. Fait qu'encore là, c'est l'offre et la demande. Mais plus qu'on a de petits locaux, puis encore là, les petits locaux, faites attention, là. En région, des petits locaux au 2e étage, 5-5, bonne chance de les louer. Mais si vous êtes entouré de gros nouveaux développements résidentiels de tours à condos, ça devient un locker pour eux. C'est à l'année qu'ils vont être là. Ils vont mettre leur ski, leur bicyclette, leurs affaires. C'est un locker pour eux. Puis là, le prix par pied carré est beaucoup plus cher. Fait que la subdivision des locaux, encore là, toujours faire attention avec l'offre et la demande. Il y a un autre point aussi, c'est la superficie du terrain. La superficie du terrain, veut pas, si vous avez un grand terrain et que vous avez la possibilité de venir construire d'autres immeubles sur le terrain, c'est une belle façon de venir optimiser. Oui, faire attention quand on veut construire. Les villes, ils veulent que l'immeuble qu'on va construire soit lié à un autre immeuble. Dans ce temps-là, il va falloir que vous alliez voir l'urbanisme et vous passez votre immeuble en immeuble accessoire pour faire un autre immeuble ou, vous allez le voir, on a vendu un gros site PML aussi à Québec.
C'est mon collègue qui l'a vendu, Charles-Alexandre Melançon. Si vous allez regarder l'immeuble à Québec, il est relié par les toits. Fait que les trosses sont reliés d'un immeuble à l'autre parce que c'était ça qui était imposé par la ville. Fait qu'il fallait que les immeubles soient reliés. Fait qu'ils ont fait ça eux autres en laissant des passerelles en dessous pour passer. Fait qu'au lieu de tout le temps prolonger l'immeuble, on va avoir des places pour passer, de l'espace pour circuler, c'est important. Puis vraiment aussi, là, le service incendie ne vous laissera pas non plus là, remplir le site au complet. Possibilité de mettre des conteneurs. Ça, là, je l'adore. Je voulais en parler tantôt. Des conteneurs, nous, notre client, il y en avait 30. Sa moyenne locative, à lui, on appelait ça de l'entreposage non chauffé. Lui, il allait chercher entre 1,25 et 1,60 du pied carré par mois. Il faisait venir des containers. Il faisait tout primé, gris. Il était beau. Des divisions intérieures. Il ouvrait ça, rachetait des portes. Il faisait faire des petites trappes pour l'air. C'est important qu'il y ait quand même une circulation d'air, même si ce n'est pas chauffé. Puis, il allait chercher un bon prix. Puis, lui, il avait mis ça le tour. Puis, ce qui est intéressant, comme je disais tantôt, c'est que si tu en as une trentaine, imagine une trentaine, un conteneur 8 par 40, on est à 320 pieds. 320 pieds fois 30 containers, c'est 9000 pieds. Fait qu'imaginez un immeuble de 9000 pieds, les taxes municipales que vous allez devoir payer là-dessus, les assurances, taxes scolaires, bien là, on l'a en container, fait que vous venez de sauver tous ces frais fixes-là. Bien s'assurer que les villes sont d'accord. Mais les containers, je trouve que c'est une très belle optimisation pour les mini-entrepôts, pour les sites qui le permettent. C'est sûr que quand on est en région de Montréal, que là, on veut densifier, regarde, je ne pense pas que les containers soient la meilleure option, mais plus qu'on sort dans les premières couronnes, deuxième couronne, je pense que les containers peuvent être une belle option qu'on peut proposer à nos locataires. Puis, mentionné plus tôt, assurez-vous d'avoir un écrit de la ville comme quoi que vous avez l'autorisation d'avoir des conteneurs sur le terrain. Même si c'est autorisé au niveau du zonage. Bien important. Moi, je voudrais juste rajouter sur les conteneurs, là, soyez rigides avec vos locataires. Ça veut dire que si vous avez des conteneurs à l'extérieur, moi, un entrepreneur qui m'arrive et qui veut venir mettre son conteneur chez nous, même s'il me loue un espace de parking, c'est non. C'est ma business, l'entreposage à un conteneur. Fait que j'accepte des remorques, j'accepte des véhicules à l'extérieur, j'accepte aucun conteneur d'un autre. Si tu veux de l'espace de conteneur, tu loues le mien, sinon tu trouves pas une place ailleurs. C'est hyper important d'être rigide parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir justement monter vos prix puis dire, regarde, mon conteneur, il est là, prends-le. Puis je trouve ça intéressant, les conteneurs, parce que là, on voit, il y a eu un moment donné, là, c'était plus achetable, là, mais en ce moment, on peut se trouver un conteneur pour 3000 $, puis le nipper, puis le louer, puis on va chercher des taux au pied carré incroyables. Il y a 120 cap rate. Oui, c'est ça. C'est la plus-value. Fait que c'est hyper important. Rappelez-vous, c'est la plus-value, le point de sortie. Ça fait 30 ans que je fais de l'immobilier, puis je l'ai compris, ça fait pas longtemps. Le point de sortie, OK? Vous faites le profit à l'achat, puis le point de sortie, rappelez-vous, comment je vais sortir de là dans 10 ans ou dans 15 ans. Tu sais, c'est quoi ma stratégie de sortie? Tu sais, le point numéro 1, je pense que le point numéro 1 quand on a une stratégie de sortie, c'est de m'appeler. Right? Ça, c'est la priorité. Puis on va essayer d'aller chercher la meilleure valeur pour votre mini-entrepôt. Ça, tu le sais, Patrice? J'essaie de comprendre un peu la stratégie du mini-entrepôt, là, mais... Hey, j'en ai d'autres. J'ai quelqu'un dans le chat qui parle de conteneurs. J'ai iPhone MP qui dit « Je pense que les conteneurs, ce n'est plus accepté par l'urbanisme dans l'ensemble des municipalités du Québec. » Peut-être, mais c'est un droit acquis dans certaines villes. Il suffit de prouver avec des photos aériennes que quand ils ont passé leur règlement, tes containers étaient déjà là. À partir de là, c'est un droit acquis. Fait que c'est vrai que si tu veux en rajouter, à voir avec certaines municipalités, bien entendu, il faut vérifier. Là, je ne veux pas me prononcer, mais j'ai eu des cas que les containers ils étaient là, puis c'est des droits acquis, on doit les garder. Il faut juste le prouver. Souvent, même, il apparaît ces certificats de localisation. Fait que là, tu peux le prouver. Regarde, moi, sur mon certificat de localisation 2014, j'avais déjà ces 6 containers-là, etc. J'espère que ça répond à la question. Puis justement, faites les vérifications, puis arrangez-vous que ça soit écrit par la municipalité comme quoi que ça fait plus de 10 ans, puis avec les preuves, bien entendu. Dernier point. Oui. Vas-y, Mélissa, je te laisse l'avant-dernier.
Louer l'espace de stationnement, puis ajouter de l'électricité. De plus en plus, c'est demandé pour les VR d'avoir de l'électricité sur les stationnements extérieurs en location. Donc, c'est sûr que ça peut avoir une plus-value, puis à ce moment-là, vous pouvez le louer plus cher. Ouais. C'est une autre façon d'optimiser. Il y a de plus en plus de demandes pour ça. Pour les VR, le monde il aime ça y aller l'hiver, ils vont gosser dans leur VR, ils ont l'électricité. Fait que tu charges un petit frais supplémentaire pour ça. Fait que c'est un service. Même l'été, ils laissent les choses dans le réfrigérateur, ils vont le stationner à l'endroit des mini-entrepôts, puis à ce moment-là, ils ont juste à le plugger. Donc, c'est en forte demande présentement. Oui. Dernier point, Laurent? Bon, mais c'est le fameux paiement aux 4 semaines que je parlais. Honnêtement, c'est pas tout le monde qui adhère à ça. J'ai du monde qui me disent, des gros joueurs qui me disent, nous, on n'embarque pas là-dedans, Laurent, ça fait pas partie de nous autres. Puis, il faudrait quand même que les entrepôts voisins le fassent. Si tu te mets à le faire et que les autres n'y embarquent pas, c'est pas la même game que si tu as le monopole à Rimouski, mettons. Une petite flèche, je ne sais pas si tu as le monopole, Jordan, mais définitivement, le paiement aux 4 semaines, c'est une optimisation qui est rapide à faire. 8,33 de rendement, puis ça passe comme dans du beurre de ce que mes clients me disent. Là, moi, j'ai un de mes clients qui l'avait fait avec Anemone, il était le premier à le faire il y a longtemps, puis ça avait fait, ça passe vraiment comme dans du beurre, puis le monde ne s'en rend pas nécessairement compte. Puis 8,33 de rendement, si on parle d'un revenu brut d'1 million, là, on va chercher 80 000, puis qu'on vend à 20 fois le net, on vient chercher 1,6 de valeur économique directe. Fait que c'est une belle plus-value rapide. Regarde, il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. Je pense que ça s'en vient. J'ai même parlé à des gens qui ne sont même pas des mini-entrepôts, qui vendent des passes pour des parcs d'amusement, puis ils me disaient « Hey, je pense que je vais le faire dans mes... » Tu sais, je pense que ça peut s'instaurer dans plusieurs domaines. Ça, pas juste dans les mini-entrepôts, mais dans les mini-entrepôts, c'est assez populaire. Écoute, la tendance, on va se le dire, là, de tous les gros joueurs, ils s'en vont tous à la semaine. Ça donne une plus grande flexibilité à la clientèle. Puis on va se le dire, là, le nerf de la guerre, là, les belles années de la COVID, là, dire que de la clientèle, il y en avait plus que passé. C'est fini. Là. Quand je vais dans les shows à Toronto, à Vegas, il faut être de plus en plus agressif pour maintenir notre clientèle. Le bail à la semaine permet une plus grande flexibilité aux locataires. Il t'amène de dire hey, je te donne 4 semaines. Fait que le fameux mois gratuit que les gros donnent pendant la période morte, ben, tu viens de l'absorber finalement parce que tu as 13 mois par année à la semaine. L'autre point que je voulais rajouter pour l'optimisation, c'est le volume cube. N'oubliez pas d'exploiter le cubique, le X3 sur ma casquette, là, c'est le cube. L'espace au cube, c'est hyper important. On voit Storage Mart qui commence à mettre sur leur site Internet le volume cube du casier. Fait que si vous avez des plafonds de 7 pieds puis des plafonds de 9 pieds, ben je m'excuse, mais votre locataire ou la personne qui va appeler elle va probablement avoir besoin moins de pieds carrés au sol parce que vous avez plus de pieds cubiques. Là. Fait qu'il faut vous regarder ça. Si vous avez des plafonds, moi, j'ai fait des mezzanines dans certains casiers parce que j'avais des plafonds de 15 pieds. Fait que je suis allé chercher du pied carré en mezzanine que je loue beaucoup moins cher, mais je vais le louer quand même parce que j'ai plus d'espace de rangement. Fait que je voulais juste ajouter ce point-là là, sur l'optimisation des revenus. C'est un bon point parce que j'en parle souvent, excuse-moi, mais j'en parle souvent que, tu sais, dans l'industriel, là, le monde va dire, ah, c'est quoi le prix par pied carré? C'est ça. Ouais, attends, là, ça dépend. J'ai-tu du 12 pieds plein de colonnes ou j'ai du 40 pieds? Puis je dis, c'est mal calculé aujourd'hui. Il faut être plus raffiné que ça. On ne peut plus calculer en pieds carrés, il faut calculer en pieds cubes. C'est beaucoup plus précis, là. Ça, je le dis depuis 2 ans, que selon moi, on l'a vu dans le multilogement avant, c'était le prix par porte. Ah ouais, mais c'est des 3,5, des 4,5, des 5,5. OK, on a un petit peu plus précis. Mais après ça, c'est le nombre de pieds carrés habitables, encore plus précis. Mais dans l'industriel, c'est pareil. Puis dans le tu viens de le dire, dans le mini-entrepôt aussi, c'est le pied cube. Ça change tout. Là. Un 7 pieds ou un 14 pieds, on vient de doubler. C'est pas pareil. Là. L'autre point, gênez-vous pas de faire une distinction de prix par rapport à votre emplacement. Vous allez à l'hôtel.
Une vue sur la mer, c'est pas mal plus cher que la chambre avec la vue sur le parking. Ben, c'est la même affaire dans le mini-entrepôt. Le locker qui est à l'autre bout du corridor, il est moins cher que le locker à côté de l'ascenseur, puis que le locker qui a une porte de garage directement dans l'allée pavée. Fait que c'est hyper important. Moi, je vais leur dire, là, Mont-Tremblant, tu sais, je l'ai fait toutes les shows, puis Mont-Tremblant, c'est comme notre show. Je suis le seul Frenchie dans l'association, dans le Canadian Self-Storage Association. Puis on est chanceux cette année. Laurent, il va financer le cocktail d'ouverture. Essaye pas de nous Je te l'annonce, là. Et puis, on a des Québécois dans l'industrie comme Alain Gingras, qui est VP principal chez Storage Mart. Storage Mart, c'est la compagnie la plus grosse au monde parce qu'ils sont sur 2 continents, ils sont au UK, au Canada puis aux États-Unis. C'est la famille Walton, c'est Bill Gates qui est en arrière de ça. Leur dernière acquisition, 2,5 milliards, Manhattan Storage. On a la chance d'avoir un Québécois accessible qui répond à nos questions, là, que vous soyez gros ou petit, là, c'est magnifique, là. Allez chercher de l'information pour maximiser votre investissement puis minimiser votre effort de travail parce que je trouve que ça vaut vraiment la peine. Moi, en tout cas, j'ai été gagnant à assister, à aller parler, à dialoguer, même si mon anglais n'était pas parfait, là. Aujourd'hui, ils me comprennent tout. Fait que, tu sais, c'est comme... moi, je trouve que c'est hyper important. Restez pas dans votre coin, n'ayez pas peur. Venez benchmarker, puis venez benchmarker les gros parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Ça, c'est clair. J'avais une question tantôt, je vais la poser. Tu sais, tu disais au mois par rapport à tes baux, ça n'impacte pas au niveau de ton financement au mois? Parce que les institutions financières doivent être frileuses à ça. Julien, est-ce que tu veux intervenir là-dessus? T'en as-tu vu, toi? T'en as-tu financé que les contrats y étaient au mois? Ben, c'est tout vu comme je pense que c'est la plupart des prêteurs vont l'avoir comme vont le considérer à court terme, sachant que c'est pas les locataires ne se commettront pas sur le long terme anyway. C'est pour ça que je suis d'accord avec Patrice quand il parle de vraiment faire attention aux revenus pour maximiser le financement, maximiser la valeur si on veut le revendre plus tard, c'est que ça va surtout être basé sur les années antérieures. Fait que c'est pas nécessairement sur l'année en cours ou sur l'année précédente, mais c'est les 2-3 ans. Donc, le fait que ça soit au mois, ça a moins d'impact parce que si on l'analyse avec une antériorité de 3 ans, ben, tu loues plus cher parce que c'est court terme, puis avec une antériorité de 3 ans, ben là, on est capable d'aller chercher du financement. Fait que c'est surtout là-dessus que la banque va regarder. Fait que c'est déjà comme pré-anticipé de la banque qu'il y a du court terme au travail. Puis, je voudrais te relancer, là, Julien. Là. Je trouve ça hyper important de faire affaire avec un courtier comme toi qui connaît la business, qui sait les institutions qui sont ouvertes, parce que moi, je vais vous dire, là, tu sais, tantôt, on disait Desjardins, Banque nationale, bien sûr, hey, ça dépend du bas brun que tu pognes, là, parce que tu peux appeler un bas brun chez Desjardins que tu connais, ça fait bien longtemps, avec qui tu as fait de l'immeuble à revenu. Moi, ça m'est arrivé, là, nous autres, on ne touche pas à ça, on finance ça à 50 % puis tu arrives dans un autre CFE ailleurs, puis ils vont dire, OK, on va le regarder, probablement, on pourrait aller à 80 %. Fait que fiez-vous pas à votre première réponse. Vous êtes probablement à mieux de passer par le courtier qui va vous éclairer parce que lui, il a les sons de cloche, puis il sait exactement à quelle porte aller cogner, la bonne porte. Tu sais, toi, Julien, tu le sais, c'est qui tes banquiers qui sont ouverts ou pas, puis on va se le dire, là. Un banquier, c'est comme une mode, là. Un moment donné, c'est la Banque de Montréal qui a la valve ouverte. Après ça, c'est que c'est la Banque Laurentienne. Après ça, tu sais, ça fait 30 ans que je fais de l'immobilier, là, puis c'est pas vrai que votre banquier va vous suivre pendant 20 ans de temps, là. Vous allez changer de banquier continuellement, fait que c'est important de s'orienter avec quelqu'un qui fait ça. C'est ta business, tu es au day-to-day là-dedans, puis tu es la personne la mieux placée pour nous orienter puis nous éclairer à dire « Hey, c'est lui aujourd'hui. The flavor of the week, là, c'est la TD, mettons. » Je trouve ça important. Moi, je l'ai compris aujourd'hui, c'est un courtier qui fait mes affaires. On en a fait, Patrice, dans la dernière année des mini-entrepôts. Puis avant la soirée, cette semaine, j'ai pris le téléphone pour refaire le tour, pour mettre à jour parce que ça change tellement vite. Puis il y a des choses, il y a des banquiers qui étaient même surpris. Hey, on est rendu qu'on a de l'appétit pour ça. Fait que c'est sûr que ça change. Puis dans une banque, on a des directeurs de compte. On ne peut pas faire avec un. Là. On fait affaire avec un pour le multi, un pour l'industriel, un pour le commercial. Fait qu'ils ont tous chacun leur spécialité. Fait que effectivement, c'est fou de penser qu'un seul banquier va être en mesure de répondre à tous les besoins. Puis que la banque en elle-même va avoir le même appétit au travers de l'année ou au travers des années. Fait qu'effectivement, merci de le souligner, Patrice. Je suis entièrement d'accord avec toi. Hey, ça fait déjà 1h15.
On a eu une belle participation, j'aime ça. Vous avez échangé, j'espère que vous avez pris des notes. Il y a plein de trucs qui ont été dits, c'est vraiment génial. Ouais. Laurent, est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais rajouter? Non, honnêtement, à part peut-être, je serais curieux là, parce que j'aime pas ça, juste avoir un, deux, trois. Plus j'ai le son de cloche, Vincent Lausier, t'avais-tu sorti tes coûts de construction? Oui, oui, moi, en fait, c'est parce que je suis là-bas, c'est un bâtiment de 2 étages avec monte charge, bois briques. Ça donnait 87 ou 90 000 entrepôts. Puis tu vois, tu sais, je suis général aussi, fait que ça aide beaucoup, mais ça, j'étais à 74 du pied carré. Tous mes services rentrés, hard cost, soft cost, j'avais tout. Sans mon terrain, évidemment, là. C'est ça. Mais juste ma construction, je suis à 74. Tu sais, c'est sûr que j'étais glycol rez-de-chaussée, glycol à l'étage aussi. Après ça, système de ventilation quand même assez basique, là, juste pour faire une rotation. Puis c'était ça qui. Après ça, j'avais des bureaux en façade aussi, là. Mais Fait que t'étais 90 pièces du pied. 74. 74, hey, tu vois, c'est ça. Puis mon autre Ouais. client, moi, je n'avais eu un à date à 70. Encore là, entrepreneur, mais demain matin, quelqu'un qui, toi, tu dois le construire, mettons, pour quelqu'un d'autre, là. Ça sort à. Je te dirais que c'est le même principe quasiment parce que tu sais, c'est mon cost. Souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que je donne mon cost puis je vais y aller avec un pourcentage. C'est Parce qu'au ça. bout de la ligne, c'est un pourcentage de gestion qui va être OK. rajouté là-dessus. Mais c'est sûr que quand on va à un étage, parce que le monte de charge, il prend beaucoup, là. C'est énormément cher, le monte de charge. Fait que, tu sais, si on est juste à un étage, écoute, As-tu un prix pour le monte de charge? J'ai justement des clients qui me posaient la question aujourd'hui. Ça pourrait être combien un monte de charge? tu vois, le moins cher que moi j'ai été capable d'avoir par des contacts, il y a 10 pieds de course parce que j'avais 9 pieds au rez-de-chaussée et 8 pieds à l'étage. Fait que j'avais 10 pieds de course. Puis c'est bien, bien basique, là. C'est 4 murs en tôle, puis tu montes 1200 livres avec un bouton, tu montes, tu descends. Une corde, Bien, faut bien tirer basique. sa Hey, corde. à la limite, on était là, tu sais, là, c'est le moins. Puis tu vois, on était à 58 000 avant Hey, taxe. t'imagines? Ouais, parce que C'est moi, j'avais 100 dégueulasse. 000 dans la tête. Fait que. Ouais. Merci. C'est 100 à 200. dégueulasse, là, à quel point que c'est cher, là. Hey, Patrice, merci d'avoir été avec nous. Hein, c'est Merci apprécié. Là. Je t'ai vu que tu beaucoup. t'es quitté. Merci, Patrice. Très apprécié. Vincent aussi, merci de ton partage. Honnêtement, c'est apprécié. Moi et Vincent, on se parle de temps en temps. On a des petits dossiers ensemble. En espérant que De ça se l'information. bâtisse. Merci. Est-ce qu'on a des questions? Profitez-en. C'est rare qu'on donne de l'information comme ça sur un sujet précis. Donc, profitez-en. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Donc, j'ai des merci. Je n'ai pas de questions pour l'instant. Vous pouvez prendre parole ou sinon l'écrire dans le chat. J'ai quel type d'une expérience vécue avec un client? Il faut s'assurer de ne pas avoir d'activité désignée sur le site dans des grands locaux avec activité opérante afin de ne pas Ouais, là, avoir tu parles de la loi 72. dans le temps avec le changement d'usage. OK, c'est la loi 72, effectivement. Parce que. Ouais, ben, vas-y, Mélissa, explique-les, c'est sûr. Dans le fond, la loi 72, c'est que si, exemple, on a de la mécanique lourde ou des choses comme ça, puis qu'il y a un changement d'usage qui est effectué, il y a certaines vocations à ce moment-là qu'il faut faire, qu'il faut envoyer les tests de sol phase 1, phase 2. J'ai un blanc pour c'est à quel endroit déjà qu'il faut avoir le sceau du Ben là, spécialiste? c'est le ministère de l'Environnement. C'est parce que là, au lieu de faire un phase 1, phase 2 régulier, il faut faire attester le phase 1 aussi par le ministère de l'Environnement, qui va être beaucoup plus restrictif, qui va vérifier plus d'affaires. Puis, mettons, ton phase 2, au lieu d'avoir une carotte à telle place, des places qui pourraient être problématiques, non, ça va être une carotte par 20 mètres carrés. Au lieu de checker une place pour les eaux souterraines, ça va être 2. Ça coûte beaucoup plus cher. Il faut que les rapports soient attestés par le ministère. S'il y a une décontamination à faire, il faut que ce soit attesté. Fait que là, les délais deviennent très longs, les coûts sont plus chers. Fait que très bon point si on a des gros locaux, qu'on est dans du 800 ou du 1000 pieds. Faire attention avec le type d'activité qui va être là pour pas que ça rentre dans des activités désignées puis qu'on tombe après ça dans une cessation d'activité et la loi 72. Ça va être le propriétaire qui va être responsable de ça. C'est très commun dans l'industriel, là, présentement. Bon point, Sébastien.
Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, c'est Sébastien d'Enviro Expert. C'est pour ça. C'est pour ça. On s'est vu hier. C'est ça, j'étais là. Tabarouette, c'est fincé comme commentaire, mais c'est bon. Là, je comprends la nuance. Merci, Sébastien. On aurait dû le mettre sur le spot pour qu'il l'explique. Oui, c'est ça. C'est vrai, il l'aurait expliqué mieux que moi, dans le fond, hein? Oui. Active ton micro, Sébastien. Oui, salut Laurent. Salut. Est-ce que j'ai bien expliqué au moins, là, t'es l'expert, là. Fait que. Oui, Moi, je voulais pas me mettre en prime spot, c'était loin de ça, c'est juste que ça n'a pas été mentionné, puis c'est une histoire vécue avec un client, c'est extrêmement triste parce qu'il n'était pas au courant de cette loi-là. Puis une de ses activités qu'il avait louées, c'était une activité de soudure, puis les frais se sont montés, il a pas en tout trippé quand il a essayé de vendre. Fait que, tu sais, tu parlais d'optimisation, mais tu sais, il y en a qui peuvent acheter pour peut-être vouloir redévelopper en résidentiel. C'était le projet, en fin de compte, du futur acheteur. Puis, ben, il s'est fait avoir, si on peut dire, avec une activité désignée qu'il ne connaissait pas de la LQE. Euh, puis, les délais sont quand même pas si pires. On parle de 6 à 8 mois, en fin de compte, là. En moyenne, le gouvernement est comme pas si pire, mais oui, il faut faire affaire avec des experts, évidemment, là, pour attester le tout, là. J'ai Au une moins, c'est moins question. pire qu'avant. Maintenant, là, je pense que plus besoin d'être quelqu'un qui est certifié là, depuis 1 an, si je me trompe, là. Euh, Pas une personne spécifiquement désignée, mais tu as besoin que ses qualifications, elles, le soient. C'est Ce que ça, je veux c'est ça. dire par là, c'est, tu sais, moi qui n'ai pas ingénieur ou pas docteur en environnement, je ne peux pas envoyer une demande. C'est pas monsieur, madame, tout le monde, en gros, qui peut l'envoyer. C'est un spécialiste en environnement, mais c'est plus des personnes certifiées par le Exact, ça a gouvernement. changé. C'est ça. J'ai une question au niveau du chat. Rapidement, serait-il possible de nous donner quelques activités qui s'appliquent à la loi 72? Sachez que le document est de plusieurs pages. Il y a plus de 100 à 200. Tant. Mais Peut-être merci capable de le faire comme effectivement ça. de valider. Il y a plus de 100 activités désignées. Les plus surprenantes, je vous dirais, au niveau des activités désignées, c'est les nettoyeurs à sec en font partie. Les activités évidemment de métallurgie, de garage, etc. en font partie. Je vous suggère juste d'aller voir la liste qui est quand même très longue. Il y en a qui sont évidentes. Un garage de mécanique en fait partie, etc. Mais il y en a qui sont plus surprenantes. Usinage. Hein? Usinage aussi. Usinage, mais tu sais, si je me souviens bien, si tu as un paint shop, tu n'es pas nécessairement assujetti, mais du moins que tu fais de la mécanique dans ton paint shop, tu deviens assujetti. Fait que c'est des petits trucs comme ça, par-ci par-là, là, que ça peut être spécifique, là, mais bon, je voulais pas. Sébastien, s'ils vont faire une phase 1 au niveau de l'immeuble et qui s'informe au niveau de la firme environnementale, elle va pouvoir leur répondre à la question si c'est assujetti ou non à la loi 72. C'est bien ça? Oui, évidemment, évidemment. Toute bonne firme qui se respecte va être capable, justement, effectivement, de dire les activités là, qui sont euh, régies dans la LQE de la 72. Fait que je pense que ce qu'on peut retenir de ça, c'est d'être bien entouré d'un courtier commercial parce que nous, on est habitués aussi de traiter avec des lois 72, avec des firmes environnementales, avec des courtiers hypothécaires aussi. Fait que si vous faites des transactions, entourez-vous de spécialistes là, aguerris dans ce domaine-là. J'ai une autre question qui est est-ce qu'on fait inspecter par un inspecteur? C'est certain, dans toute transaction immobilière, on vous conseille toujours de faire inspecter par un inspecteur là, l'immeuble, c'est important. Est-ce qu'on a d'autres questions pour ce soir ou c'est ce qui va closer la soirée de discussion de mini-entrepôt? Moi, en tout cas, j'aimerais ça dire, j'espère que vous avez ramassé des petites pépites d'or et que ça vous a plu. Parce que j'ai souvent des discussions comme ça avec des clients. Fait que maintenant, tout le monde va me demander des questions. Je vais dire, hey, va écouter cette vidéo-là. Je vais sauver tellement de temps. Fait que moi, ça fait mon affaire. Hey, Laurent puis Mélissa, je tiens à vous remercier d'avoir tenu cette séance-là parce que ceux qui l'ont vu passer peut-être au moment initial, c'est Laurent qui, dans un post Facebook qui était animé, a proposé de faire un live comme ça pour donner de la valeur, pour donner du contenu comme ça à des gens qui se posent des questions. Je trouve ça vraiment cher de votre part d'avoir fait ça. Puis merci de l'invitation. Merci, Julien, de t'être joint à nous. Julien aussi. C'est très apprécié. Ouais. Et merci à tous les participants parce que, regarde, il y en a beaucoup de gens ce soir qui ont amené du bon contenu. Et c'est ça qui fait qu'on a eu un bon Zoom, tu sais. Chacun amène sa petite pépite d'or, ses expériences, son vécu, le pourquoi de. Fait que c'est tellement apprécié parce que
juste ce contenu-là, oui, c'est bien, mais avec tout ce qui a été racheté, je trouve que ça donne un coup de global, de sommaire, puis que je l'apprécie beaucoup. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous si jamais vous avez des questions. Avec Julien aussi au niveau de l'hypothèque hypothécaire, n'hésitez pas à communiquer avec lui si vous avez des questions ou si vous cherchez à hypothéquer un immeuble, avoir du financement. Il est là pour répondre à vos questions. C'est l'expert en mini-entrepôt. Puis, vous pouvez nous envoyer aussi des petits courriels si vous avez des questions là, par rapport à des transactions ou par rapport au mini-entrepôt. C'est ce qui conclut le Zoom de mini-entrepôt. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci de votre présence. Merci à tout le monde. Merci tout le monde.